once I realized that I could put my hands up at the same time as not accepting the Un homme retrouvé sans vie dans sa résidence le jour même de Noël. George Michael, l'icône de la pop britannique, est mort le 25 décembre 2016. Un détail troublant, c'est lui qui chantait Last Christmas, devenu hymne mondial des fêtes, sans savoir qu'un jour, cette chanson collerait à sa propre disparition. Pourquoi ce timing glaçant ? Était-ce une simple coïncidence ou un écho d'un destin tragique déjà écrit ? Derrière le sourire ravageur et les refrains planétaires, George Michael cachait un cœur en lambeaux, marqué par la douleur, les pertes et un combat intérieur silencieux. Sa vie fut une suite d'ombres et de lumières, de triomphes musicaux et d'effondrements privés. Et si sa fin révélait, en creux, les vérités qu'il n'avait jamais pu dire à haute voix ? Préparez-vous à entrer dans un récit où la musique côtoie les fantômes. George Michael est né sous le nom de Gorgios Kyriakos Panayotou le 25 juin 1963 à East Finchley, au nord de Londres. Fils d'un restaurateur chypriote grec et d'une danseuse anglaise, il grandit dans une maison modeste où les tensions familiales ne sont jamais loin. Sa relation avec sa mère, Leslie, est fusionnelle. Elle le soutient dans ses aspirations artistiques, devinant très tôt la sensibilité exacerbée de son fils. À l'inverse, son père, Jack, figure autoritaire, incarne le silence et l'exigence. Ce clivage le pousse à se réfugier dans la musique, un espace où il peut être lui-même, loin des injonctions paternelles. À l'adolescence, George ménage à Buchet et fait la rencontre d'Andrew Ridgeley. Ensemble, ils partagent la même passion pour le son, le style et les rêves de gloire. En 1981, ils fondent le duo Wham. Le succès est immédiat. Club Tropicana, Wake Me Up Before You Go Go, Everything She Wants deviennent des tubes planétaires. George Michael est projeté sous les projecteurs, incarnant le fantasme pop britannique, jeune, charismatique, irrésistible. Mais derrière les paillettes, il cultive une profonde inquiétude. Il sent que l'image projetée, celle d'un playboy hétérosexuel et exubérant, ne lui appartient pas. Il écrit la majorité des chansons du groupe, y injectant déjà ses propres tourments, camouflés sous des mélodies dansantes. À mesure que Wham explose, George ressent le besoin de s'affirmer en tant qu'artiste complet. Il aspire à plus de profondeur, plus de contrôle, plus de vérité. En 1986, il annonce la fin du groupe et entame une carrière solo. Son premier album, Faith, est un triomphe. Il vend plus de 25 millions d'exemplaires et remporte le Grammy de l'album de l'année. Mais ce succès phénoménal est à double tranchant. George Michael devient une superstar mondiale, enchaînée à une image qu'il ne contrôle plus. Sa musique évolue, se fait plus sombre, plus introspective, à l'image de Praying for Time ou Father Figure. Il n'est plus l'idole joyeuse de Wham, mais un homme en quête d'authenticité dans un monde de faux-semblants. Dès la fin des années 80, il devient aussi l'une des premières figures pop à s'engager discrètement dans des causes sociales. Il finance des actions pour les malades du sida, soutient les sans-abri, sans jamais chercher à s'en vanter publiquement. Ce besoin de discrétion reflète la peur de révéler sa véritable identité dans un monde encore peu tolérant. Son ascension fulgurante cache un prix terrible, l'isolement et la douleur de vivre dans le secret. 1984. Tandis que le monde fredonne Careless Whisper, George Michael, à seulement 21 ans, devient le visage d'une génération. Les ventes s'envolent, les tournées s'enchaînent et la presse dépeint un golden boy aux boucles parfaites et au sourire désarmant. Mais dans les coulisses, l'artiste suffoque. Derrière le vernis d'un succès irréprochable, il cache une vérité qu'il n'ose s'avouer. Il est homosexuel, dans une industrie qui, à l'époque, ne laisse aucune place à la différence. Le management de Wham construit autour de lui une image de séducteur invétéré, multipliant les apparitions avec des mannequins et des actrices. George s'y plie, sans broncher. Il sait qu'un mot de trop pourrait briser sa carrière, voire le mettre en danger. Nous sommes au cœur des années 1980 et l'homosexualité reste largement stigmatisée, surtout avec la montée des peurs liées au VIH. Dans ses interviews, il sourit, plaisante, mais son regard trahit une lassitude croissante. En privé, George commence à se refermer. Il compose frénétiquement, passant des nuits entières en studio.
Il écrit des textes de plus en plus intimes, empreints d'un mal-être qui échappe souvent à son public. A Different Corner, sorti en 1986, est le premier signe tangible d'une faille. La mélodie mélancolique et les paroles douloureuses laissent entrevoir une solitude abyssale. If you think that I've been lost at sea, well then you never really knew me at all, chante-t-il, presque comme un appel au secours que peu sauront entendre. La séparation de Wham en 1986 est officiellement annoncée comme un passage de relais amical. Mais en réalité, George Michael ressent un besoin impérieux de se libérer d'une image dans laquelle il ne se reconnaît plus. Faith, son premier album solo, marque un tournant décisif. Le clip du titre éponyme, avec son perfecto, ses lunettes de soleil et sa barbe de 3 jours, installe une nouvelle esthétique. Moins pop acidulée, plus mature, plus masculine. Pourtant, cette virilité exacerbée reste une façade. Il tente de prendre le contrôle de son image, mais c'est un autre masque qu'il enfile. Les concerts de sa tournée mondiale en 1988 affichent complet, mais l'homme sur scène n'est plus le même. L'énergie est là, mais la joie a disparu. Dans les loges, George se confie à quelques proches. Il vit dans la peur constante qu'un tabloïd découvre son secret. Chaque rencontre amoureuse devient un risque potentiel. Il évite les soirées, les interviews, s'enferme dans une routine paranoïaque. Son succès est devenu sa prison dorée. Cette période est également marquée par des tensions juridiques avec sa maison de disques Sony. George Michael attaque la multinationale en justice pour abus de position, argumentant que son contrat est esclavagiste. C'est un acte rare, courageux, mais aussi révélateur de son mal-être profond. Il ne veut plus être un produit. Il veut retrouver sa voix, sa liberté. Le procès, très médiatisé, se solde par une défaite en 1994. Mais dans l'opinion publique, il apparaît de plus en plus comme un artiste sincère, prêt à sacrifier son succès pour ses convictions. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Anselmo Felipa, un styliste brésilien rencontré lors d'un concert. Pour la première fois, George Michael tombe amoureux, véritablement. Leur relation reste secrète, cachée des regards, mais elle illumine brièvement l'artiste. Cette lueur ne durera pas. 2 ans plus tard, Anselmo meurt du sida dans un hôpital de Rio. George Michael est anéanti. Il ne s'autorisera à parler publiquement de leur amour que des années plus tard, dans un documentaire bouleversant. Ce chagrin marque un avant et un après. À partir de là, sa musique devient confessionnelle, presque thérapeutique, mais aussi plus sombre, plus déchirante. Le silence qu'il a entretenu si longtemps devient insupportable. Pourtant, il continue de sourire devant les caméras, comme si tout allait bien. Le 7 avril 1998, George Michael est arrêté dans un parc public de Beverly Hills pour comportement indécent dans les toilettes d'un jardin municipal. L'affaire fait immédiatement la une des tabloïds du monde entier. Le chanteur, pris en flagrant délit par un policier en civil, voit sa vie privée exposée sans ménagement. Il a 34 ans et son orientation sexuelle, soigneusement tenue secrète pendant près de 2 décennies, vient d'être révélée dans les circonstances les plus humiliantes. Mais ce moment de crise deviendra paradoxalement un acte de libération. Dans les jours qui suivent, George Michael décide de reprendre le contrôle de son histoire. Il donne une interview télévisée dans laquelle il déclare avec calme « Je n'ai pas honte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été stupide. » Pour la première fois, il parle ouvertement de son homosexualité. Le choc médiatique est immense, mais une partie du public l'admire pour son honnêteté. L'artiste, jusqu'alors perçu comme mystérieux, devient aux yeux de beaucoup profondément humain. Mais cette mise à nu survient après une série d'épreuves personnelles dévastatrices. 5 ans plus tôt, en 1993, George Michael avait perdu l'amour de sa vie, Anselmo Felipa, emporté par une maladie liée au sida. Leur relation, restée secrète de son vivant, était intense, fusionnelle et profondément transformatrice. Anselmo lui avait apporté une forme de paix intérieure, un amour sans condition, que George n'avait jamais connu auparavant. Sa mort laisse une plaie béante. Le chanteur s'effondre dans un deuil silencieux, incapable de le partager publiquement. Puis, en 1997, une autre tragédie frappe. Leslie, la mère de George, décède d'un cancer. Elle était son pilier, sa confidente, sa protectrice.
Perdre Anselmo, puis sa mère, à quelques années d'intervalle, plonge George Michael dans une spirale de douleur et de dépression. Sa musique devient l'exutoire de cette souffrance. Dans Jesus to a Child, il rend un hommage bouleversant à Anselmo. Mais derrière le micro, sa voix vacille. Ces deuils successifs, combinés à l'explosion médiatique du scandale de 1998, brisent définitivement les barrières que l'artiste avait érigées entre sa vie publique et son intimité. Il choisit d'assumer pleinement son identité. Il devient l'un des rares artistes de sa génération à défendre ouvertement et avec dignité les droits des personnes LGBTQ+, tout en restant actif dans l'industrie musicale. Pourtant, la guérison reste partielle. George Michael s'enfonce progressivement dans l'ombre. Il multiplie les consommations de cannabis, puis d'autres substances. En 2006, il est arrêté pour conduite sous l'influence de drogue. En 2010, il passe 4 semaines en prison pour des faits similaires. Chaque rechute est largement relayée par la presse britannique, qui semble prendre un malin plaisir à documenter sa chute. Mais l'artiste refuse de se poser en victime. Dans ses interviews, il parle ouvertement de ses addictions, de ses fragilités, de ses blessures encore ouvertes. Il ne cherche plus à se justifier, seulement à être compris. Il compose de nouveaux morceaux, moins commerciaux mais plus profonds, comme Patience ou December Song, où perce une mélancolie douce amère. En 2011, George Michael est hospitalisé en urgence à Vienne pour une grave pneumonie. Il est plongé dans un coma de plusieurs jours. Selon ses proches, il frôle la mort. Lorsqu'il revient à la vie, amaigri et affaibli, il déclare devant les caméras « C'est un miracle que je sois encore là ». Cette expérience frôle une révélation spirituelle. Il envisage même d'écrire un album entièrement consacré à cette renaissance, mais le projet n'aboutira jamais. Les dernières années de sa vie sont marquées par un retrait progressif de la scène. Il vit reclus, souvent entre Londres et sa propriété de Goring-on-Thames dans l'Oxfordshire. Il reçoit peu de monde, mais reste généreux dans l'ombre. Après sa mort, plusieurs associations révèlent qu'il avait discrètement financé des hôpitaux pour enfants, aidé des mères célibataires, soutenu des lignes d'écoute pour les adolescents en détresse. C'est cette dualité entre les tumultes publics et les gestes silencieux de compassion qui rend George Michael si fascinant. Il n'était pas un saint, il le disait lui-même, mais il cherchait inlassablement une forme de paix intérieure. Et dans cette quête, il a touché, sans le savoir, de millions d'âmes. Dans les dernières années de sa vie, George Michael développe une hypersensibilité quasi mystique au monde qui l'entoure. Plusieurs proches affirment qu'il ressentait des présences, comme si les douleurs du passé s'étaient transformées en énergies invisibles, omniprésentes. Certains parlent d'une connexion étrange avec le deuil, la mort, l'intuition. Après sa sortie du coma en 2011, il confie à un journaliste allemand « J'ai vu ma mère, elle m'a dit de revenir ». Il ne précisera jamais s'il s'agissait d'une hallucination ou d'une expérience spirituelle, mais ses paroles marquent les esprits. Physiquement affaibli, il continue pourtant de composer, parfois jusqu'au petit matin, enfermé dans son studio. Il écrit seul, entouré de carnets, d'encens et de photos anciennes. Son équipe rapporte que ses humeurs étaient instables. Des phases de silence total pouvaient succéder à des élans de générosité débordante. À la fois lucide et fragile, il disait souvent « Je ne sais plus qui je suis sans la douleur ». Ses amis intimes, rares mais fidèles, parlent d'un homme profondément affectueux, capable de gestes bouleversants, mais aussi en proie à une angoisse constante. Il portait le monde sur ses épaules, surtout les blessures qu'il ne pouvait pas guérir, confiera l'un d'eux après sa mort. Certains membres de son entourage tentaient de le convaincre de suivre une thérapie plus intensive, mais George craignait d'être réduit à ses traumatismes. Malgré sa vulnérabilité, il restait animé d'un besoin viscéral de protéger ceux qu'il aimait. Il envoyait anonymement de l'argent à des familles en détresse, offrait des vacances à des infirmières épuisées, appelait tard le soir des amis déprimés pour les rassurer. Personne ne savait vraiment à quel point ces gestes étaient fréquents jusqu'à ce qu'ils soient révélés après sa disparition. George Michael n'était pas un homme apaisé. Il était tourmenté, hanté parfois, mais jamais indifférent. Son hypersensibilité était une force et une faiblesse, un canal pour l'art, mais aussi une source inépuisable d'épuisement intérieur. C'est ce paradoxe, cette intensité sans armure, qui continue de bouleverser ceux qui l'ont connu. Le matin du 25 décembre 2016,
l'annonce tombe comme un choc silencieux. George Michael est retrouvé mort dans son lit, à son domicile de Goring-on-Thames. Aucune trace de violence, aucun signe d'effraction. Très vite, les spéculations envahissent l'espace médiatique. Comment un homme de 53 ans, encore suivi médicalement, peut-il mourir ainsi, seul, le jour de Noël? La question obsède les fans, les proches et même certains médecins. L'enquête officielle conclura plusieurs mois plus tard à une mort naturelle. Le rapport médical évoque une cardiomyopathie dilatée associée à une myocardite et à une stéatose hépatique. En clair, un cœur affaibli, un foie endommagé, probablement à la suite d'années de fragilité physique et d'excès passés. Pour les autorités, l'affaire est close. Mais pour une partie du public, les réponses restent insuffisantes. Certains fans rappellent que George Michael avait survécu à des épreuves médicales extrêmes, notamment sa pneumonie de 2011. D'autres s'interrogent sur l'impact à long terme de ses addictions, même après ses tentatives de sevrage. Des rumeurs évoquent un éventuel mélange de médicaments, sans jamais être étayés par des preuves concrètes. Les médias les plus sérieux écartent rapidement la piste du suicide, faute de tout élément en ce sens. Pourtant, le doute persiste. Il y a aussi cette date, Noël. Impossible de l'ignorer. Pour beaucoup, la coïncidence est troublante, presque cruelle. George Michael était devenu, malgré lui, une figure emblématique des fêtes avec Last Christmas. Certains y voient une ironie du destin, d'autres un symbole trop fort pour être ignoré. Lui-même avait souvent exprimé un malaise face à cette chanson, qu'il associait à une époque plus naïve, presque mensongère de sa vie. Des internautes exhument alors de vieilles interviews. Dans l'une d'elles, il confiait ressentir une fatigue profonde, pas seulement physique. Dans une autre, il admettait avoir parfois l'impression d'être déjà parti. Ces phrases, anodines à l'époque, prennent soudain une résonance inquiétante. Étaient-ce de simples métaphores artistiques ou des signaux avant-coureurs? Les sceptiques, eux, rappellent une évidence. George Michael était un homme gravement malade, suivi depuis des années. Sa mort serait la conséquence logique d'un corps trop longtemps malmené. Ils dénoncent une lecture romantique excessive, nourrie par le besoin collectif de mystère autour des icônes disparues. Mais une autre hypothèse, plus subtile, émerge chez ses admirateurs les plus fidèles. Et si George Michael était mort d'épuisement émotionnel? Non pas par un geste volontaire, mais par une usure invisible. Une vie entière passée à contenir sa douleur, à protéger les autres, à s'oublier lui-même. Un cœur qui lâche, symboliquement, après avoir trop donné. À une question souvent posée revient sans cesse. Si George Michael était un visionnaire, un homme si intuitif, pourquoi n'aurait-il pas anticipé sa propre fin? Certains répondent qu'il l'a peut-être fait, non pas par des mots clairs, mais par des silences, des retraits, des chansons aux allures d'adieu voilées, comme si l'artiste avait senti que le temps lui échappait, sans jamais vouloir l'énoncer frontalement. La vérité, aujourd'hui encore, oscille entre le médical et l'émotionnel. Et c'est précisément dans cet entre-deux que le mystère demeure. George Michael n'a jamais cherché à devenir une légende. Il aurait préféré être simplement compris. Pourtant, sa trajectoire l'a placé au carrefour de plusieurs mondes. Celui de la musique pop triomphante, des luttes identitaires, des douleurs invisibles. Il a marché toute sa vie sur une ligne fragile, entre l'exigence de briller et le besoin de disparaître. Sa mort, survenue un 25 décembre, n'est pas seulement une date symbolique, elle scelle mes destins d'un homme dont la vie fut marquée par la contradiction, la voix de millions, mais souvent seul. Derrière le sexe symbole des années 80 se cachait un garçon hypersensible, élevé dans le silence et les attentes impossibles. Derrière le chanteur adulé, un cœur en manque d'amour stable, blessé par la perte, harcelé par l'image. Mais George Michael laisse bien plus qu'un catalogue de tubes intemporels. Il laisse une manière d'être au monde. Il a rappelé que l'on pouvait être immensément célèbre et infiniment humain. Il a prouvé que la douleur ne détruit pas nécessairement la beauté, qu'elle peut aussi la sublimer. Et surtout, il a donné sans attendre d'applaudissements, preuve ultime de l'authenticité. Aujourd'hui, des milliers de fans continuent de lui rendre hommage en écoutant Freedom,
One More Try ou Jesus to a Child. Chaque chanson devient un fragment de mémoire, un message posthume. Chaque silence dans ces dernières années devient une note suspendue que l'on tente encore de comprendre. George Michael est parti comme il a vécu, discrètement, au milieu des paradoxes, laissant derrière lui une empreinte indélébile. Il nous lègue une œuvre musicale, mais aussi une leçon d'humanité. Et peut-être, au fond, une invitation, celle de regarder au-delà des projecteurs pour écouter vraiment la voix de ceux qui saignent en silence. Reste une question, suspendue comme ces dernières notes. Peut-on jamais vraiment connaître un artiste qui a passé sa vie à se cacher pour mieux nous toucher ?